BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter, et puis Alexandra Paget, notre bibliothécaire, qui nous replongera au temps de la Tchécoslovaquie communiste. Mais tout de suite, on démarre avec nos deux critiques. Aujourd'hui, à ma gauche, Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, critique notamment pour le quotidien Les Échos. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Jean-Marc, le dernier opus de Jean de Kervasdoué. Ça s'appelle La santé à vif chez Humaine Science. Oui, donc Jean de Kervasdoué, tout le monde sait que c'est un spécialiste de la santé. Il a été à la fois au ministère de la Santé, il a été directeur, il a été un des principaux conseillers à l'époque des socialistes sur les problèmes de santé. Et là, il nous donne un livre qui est une sorte d'abécédaire, c'est-à-dire on rentre par mots, c'est-à-dire dans le livre, et sur un ton alerte, voire carrément pamphlétaire, pour dénoncer effectivement la vision que l'on donne de façon assez automatique et systématique de la santé, ce qu'il appelle le politiquement correct en termes de santé, la victoire de l'empire du bien. Alors il y a des mots qui sont des mots sur lesquels on ne peut pas faire la moindre critique. L'infirmière, forcément, elle est dévouée, elle est toujours au service du malade. En revanche, la rentabilité, c'est scandaleux, c'est monstrueux, il faut pas. Alors après, à partir de là, il aborde un certain nombre de sujets de façon assez pédagogique et didactique, en soulignant les paradoxes, les erreurs, les contresens que l'on fait. Donc il y a par exemple prévention. Il dit tout le monde la prévention, faire de la prévention. Mais il faut bien voir que la prévention, c'est liberticide. On l'a bien vu dans l'affaire des vaccins. La première forme de prévention, c'est de se faire vacciner. On voit bien qu'il y a une partie de la population qui ne veut pas se faire vacciner. La prévention, il peut y avoir des éléments contradictoires. Il dit, par exemple, si on veut éviter les accidents de la route, si on veut éviter les maladies, les accidents, tout ce qui nuit à la santé et lié aux accidents de la route, eh bien, il faut réduire la vitesse. Et donc, tout le monde dit qu'il faut faire 30 km/h. Sauf que, simultanément, on nous dit qu'il faut aussi limiter l'émission de gaz à effet de serre. Si on roule à 30 km/h, on reste longtemps sur la route et on émet pendant longtemps du gaz à effet de serre, même si on en émet moins qu'à 100 km/h. Donc on finit par être dans une situation où ça va à l'encontre de ce que l'on cherche. Et donc, il vient d'avoir un certain nombre de même, il dit médecin libéral. Est-ce qu'il y a de libéral dans la médecine actuelle? Il y a quelque chose qui n'est pas libéral et qui est vraiment un monopole, c'est la médecine. D'ailleurs, il rappelle que Friedman disait, soyons cohérents, on doit ouvrir la profession de médecin. Toute personne qui, à un moment donné, montre une forme de compétence en la matière et pas forcément quelqu'un qui a été reconnu, estampillé par la profession. Donc il y a tout un tas comme ça de remarques, de critiques. La partie la plus intéressante, la dynamique la plus intéressante du livre, c'est toutes ces critiques sur des idées reçues. Alors une dernière idée reçue, c'est sur la nourriture. Il dit la nourriture doit être équilibrée. Et donc on note maintenant, et, par exemple, il n'y a rien de pire maintenant que le beurre. Enfin, il y a des éléments clés dans le beurre, c'est utile. Alors évidemment, c'est gras, mais ça fait grossir si on en mange trop. Mais il faut en manger aussi, sinon on va vers des formes de carence alimentaire, d'anorexie, etc. Donc le livre est assez intéressant et assez facile à lire sur cet aspect un peu critique. Alors, des propositions, il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas vraiment. Mais il aime bien, c'est son truc, il a, comme sur l'environnement, voilà. Et donc, de pointer les contradictions. Voilà, et donc c'est un livre qui est très agréable à lire et qui secoue un peu les ménages. D'accord. Alors, Julien Damon, ce livre de Jean de Kervasdoué. Eh bien, je suis d'accord avec cette motion, c'est agréable et puis ça secoue les méninges. Alors, ça s'appelle La santé à vif et c'est donc un essai vif sur la santé. Jean-Marc en a déjà très bien parlé. C'est vrai qu'il faut dire un mot sur l'auteur. Il est ingénieur agronome au départ, il a un MBA d'université américaine, il a été directeur des hôpitaux sous les gouvernements socialistes, mais surtout aujourd'hui c'est un franc-tireur dans cette matière. Hein. Et il est très critiqué dans les bureaucraties qu'il critique. Alors, c'est vrai qu'il fait feu de tout bois, il sort la sulfateuse, tous les mots bien pensants, les contes de fées égalitaristes en prennent plein la figure. Il est contre les définitions quasi-idiotes. Bon, la prévention, ça a été dit. Mais aussi, c'est plus original sur la définition de l'OMS de la santé. Parce que ça, on le cite quasi religieusement. C'est la définition de l'OMS selon la santé, qui est en gros un état de complet bien-être. Il dit, pour ça, il faut prendre des drogues. Il est contre cette fiction d'une médecine de ville prétendument libérale, alors qu'elle est complètement socialisée. Il est contre la pyramide de Maslow. Plus techniquement, il explique que la légitimité assurantielle
préférentiel des caisses d'assurance maladie est complètement de côté. Ça veut dire quoi? Il est contre la pyramide de Maslow? Eh bien, il explique qu'il n'y a pas une hiérarchie des besoins. Et que nous sommes tous à avoir peut-être besoin de manger, mais aussi besoin de nous réaliser. Et que les besoins sont en réalité infinis. D'ailleurs, son exemple qu'il répète plusieurs fois, c'est de dire que, oui, pour les besoins de la santé, parfois j'ai besoin qu'on me transporte en hélicoptère. Je ne pourrais avoir besoin de transporter en hélicoptère. Il explique que, économiquement, c'est pas possible pour tous les déplacements médicaux. Bon, puis il est contre les conventions citoyennes farfelues, etc., etc. Où je ne suis pas totalement Jean-Marc, c'est que sur ces préconisations, quand même, il faut les avoir à l'esprit. Il propose, depuis longtemps d'ailleurs, qu'on ne fonctionne plus par une rémunération à l'acte des médecins, mais par une capitation, c'est-à-dire par un forfait annuel. Ce serait une révolution et ce serait probablement utile. Il est pour la désétatisation, mais il n'explique pas exactement comment. Il est plutôt pour la régionalisation en fonction des problèmes de santé. Il est pour le contrôle a posteriori des prescriptions des médecins. Tout ceci, ce sont des révolutions dans ce joyeux système. Mais bon, moi je pense que les potions du docteur de Carvalho, qui n'est pas médecin, méritent d'être entendues dans les cénacles dont il est aujourd'hui privé, alors qu'il en était un des responsables éminents. Alors, vous nous proposez ensuite un choix très urbain, Julien Damon, avec le livre de Philippe Billoux, Sophie Jantet. Ça s'appelle « La ville stationnaire ». Et j'ai oublié le troisième auteur, Clémence Desselva. C'est aux éditions Domaine du possible. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un ouvrage qui est signé par un ingénieur, une urbaniste architecte et une architectes qui veulent en finir avec le mythe de la densité heureuse, le mythe de la métropolisation, selon eux. Ouais. Ils se placent sous le haut patronage, j'imagine que Jean-Marc nous dira un mot, de John Stuart Mill, qui estimait que l'humanité devait viser cet état stationnaire de développement. Et leur théorie, c'est qu'ils veulent moins construire, voire plus construire du tout, et mieux aménager les villes. Ils commencent par critiquer tous les mots à la mode sur la ville, en particulier les villes intelligentes, dont ils nous disent que globalement ce sont des boniments. Et ils font des rappels chiffrés de façon très agréable, d'ailleurs, avec une iconographie qui est plutôt sympathique, pour nous dire qu'aujourd'hui, et depuis une quinzaine d'années, la population augmente moins que le nombre de logements. C'est quand même un truc que l'on répète pas assez, puisqu'on n'est pas en permanence en train de dire qu'il faudrait presque 1,5 million de logements en plus chaque année. Attendez, sauf que le nombre d'habitants par logement diminue. Absolument. Et que du coup, il y a quand même des besoins, parce que comme on est lié au vieillissement, d'ailleurs. Entre autres choses, et au divorce. Enfin, en 1960, il y avait 3 personnes par ménage. Exactement. Aujourd'hui, on est à 2 personnes. Et donc, leur grande thèse, c'est qu'en fait, il y a une grande sous-occupation de logements. Si on compte les logements sous-occupés, pour l'INSEE, comme il nous le rappelle, c'est du 8 millions de logements, quand les logements suroccupés, problématiques, c'est 1,5 million de logements. Ils expliquent tout ça très bien. Et ils font une série de propositions pour ce qu'ils appellent la stationnarité, donc en nous disant bien, presque à la Stuart Mill, que ce n'est pas figé. Alors ils aiment bien l'éco-conception, mais ils nous disent que c'est plein de bureaucratie et de labels. Et leur fond d'affaires, c'est qu'ils sont pour limiter la construction. Le truc à la mode, aujourd'hui, c'est le ZAN. Le zéro artificialisation net. Et nous, ils nous disent, il faut faire du zéro artificialisation tout court, et il faut, les urbanistes aiment bien le dire ainsi, c'est pas une phrase qu'ils reprennent souvent d'ailleurs, il faut construire la ville sur la ville. Enfin, il faut réhabiliter, rénover, recycler. Alors on pourrait dire, oui, c'est petit comme argument, et puis il n'y a pas beaucoup de place. Si, ils prennent par exemple, ce qui est horrible dans les villes aujourd'hui, c'est les centres commerciaux, les entrées de ville, sur lesquels il y a beaucoup de place qui a été artificialisée, et on peut faire beaucoup mieux. Donc il faut faire recohabiter les gens, nous disent-ils. Ils veulent, alors c'est peut-être là, peut-être un brin liberticide aussi, il faut voir comment on pourrait faire, mais ce qu'ils veulent, c'est réaménager l'espace, que les gens ne se concentrent plus dans les grandes métropoles et qu'on les retrouve dans les villes moyennes et dans les riches à habiter avec les pauvres. Pas forcément les pauvres. Non, c'est pas le sujet de la mixité sociale qu'ils mettent en avant. C'est le sujet plus fondamentalement de dire qu'il faut desserrer les grandes villes et réaménager le territoire avec une plus grande adéquation entre la taille des ménages et la taille des logements, en optimisant l'urbanisme, en utilisant les dents creuses, en faisant revivre les territoires un peu en friche. Bon. Ce qu'ils veulent faire, pour le résumer, c'est passer de ce qu'ils baptisent un âge de l'abondance à un âge de la maintenance. Comme c'est bien dit, ils flirtent un peu avec la décroissance, mais d'ailleurs comme Stuart Mill à sa manière, il en est vu comme un précurseur. Je trouve que c'est un excellent bouquin. On peut être ou non d'accord avec certaines de leurs orientations, ou la plupart de leurs orientations, mais c'est extrêmement didactique. Ça laisse 3 questions ouvertes. Quelle bureaucratie pour gérer leur projet? Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait dans d'autres grandes villes que les villes françaises? Parce que dans les autres grandes villes que les villes françaises, dans le monde au développement, il y a une pression démographique qui est colossale. Et puis question générale, et si les habitants ne veulent pas, qu'est-ce qu'on leur impose?
Alors Jean-Marc, sur les deux aspects, est-ce que ce livre est intéressant? Et 2, est-ce que vous êtes d'accord? Alors le livre est intéressant, est assez original sur un sujet que je ne maîtrisais pas beaucoup. J'ai découvert ce que c'était que les ânes, zéro artificialisation nette. Au début, je croyais que c'était du réglisse. Et donc, Ou des animaux. Ou des animaux. Voilà. Alors j'ai cherché avant de comprendre de quoi il s'agissait. Alors effectivement, il y a la référence à John Stuart Mill qui est un peu artificielle, mais qui est assez bien menée. Ça tombe pas totalement comme un cheveu sur la soupe. Il y a quelques digressions donc, qui commentent la loi climat et résilience. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est que la résilience? Bon, on perd un peu de temps avec tout ça. Mais sur le fond, il faut avoir le courage de s'accrocher un peu, de les lire, d'aller jusqu'au bout. Et cette idée qu'effectivement, là aussi, c'est une idée reçue, comme quoi on manque de logement, comme quoi il faut faire des métropoles, comme quoi il faut... cette idée, qui donc pour eux une idée reçue, est assez bien démontée. Et donc, ils mettent en avant le fait qu'on va manquer de terres arables, que si on veut faire notamment... Non seulement il faut éviter d'étendre les villes, mais il faut le faire pour des raisons qui sont des raisons pratiques, parce que sinon on va manquer de terres arables. Et donc ils expliquent combien il y a eu de terres de grande qualité. Il y a un moment où ils disent, écoutez, Paris c'est dans des endroits les plus fertiles de France, et on détruit progressivement cet endroit en étendant la ville de Paris. Donc il y a quelque chose qui est aberrant, d'autant plus que la population stagne. Donc la thèse est assez convaincante. Encore une fois, c'est assez technique comme livre, mais il faut avoir le courage de s'engager dedans, et c'est un livre passionnant. Juste une question stupide peut-être. Est-ce qu'on peut revenir sur les sols qui ont été artificialisés? C'est-à-dire en gros... Ça coûterait très cher. C'est pas leur position d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Non, il faut arrêter. D'accord. Il faut arrêter d'artificialiser. Voilà, Ils zéro. appellent ça zéro artificialisation brute. Et verticaliser en fait. Oui, mais pas transformer Paris en New York. C'est l'Haussmannien qui est il faut garder l'architecture, il faut rendre la beauté qu'a eu cette architecture, mais il faut l'utiliser de façon beaucoup plus intelligente. Merci, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver Alexandra Paget. Julien Damon, vous disiez comment fait-on pour créer l'administration qui va gérer tout ça? Vous allez voir, avec l'exemple de la Tchécoslovaquie et de Milan Kundera, vous allez voir l'exemple d'une administration absolument terrifiante.